C'était il y a 40 ans, le 1er août 1975, les 35 chefs d'État et de gouvernement des pays européens, ainsi que les États-Unis, l'URSS bien sûr, le Canada, réunis à Helsinki, signaient l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui deviendra plus tard l'OSCE, on vient d'en parler. Après 3 ans d'âpres négociations, les accords d'Helsinki constituaient le point culminant de la période de détente, on l'a appelé comme ça à l'époque, de détente entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui, 40 ans après, en 2015, que reste-t-il de ce qui fut à l'époque un véritable tournant historique ? Les conséquences, on en parle avec vous, Alexandre Vautravers. Bonjour. Bonjour. Professeur de relations internationales. Merci d'être avec nous ici à Lausanne jusqu'à 8h. Vous connaissez très bien la chose militaire aussi. Juste un mot en préambule. Ces accords d'Helsinki, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont encore connus du grand public, encore enseignés dans les écoles, ou est-ce que ça a un peu disparu selon vous ? C'est un peu disparu parce qu'il y a d'autres organisations qui ont, si j'ose dire, pris le relais de cette première conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Mais comme vous l'avez dit, c'est un moment historique dans l'histoire de la guerre froide parce que c'est difficile de se l'imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, on ne pouvait pas échanger, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas trouver certaines informations. Donc il y avait un manque de confiance totale, un manque de transparence totale entre les deux blocs, d'un pays à un autre. Et finalement, cette organisation, cette conférence a entraîné quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme banal, comme absolument évident, c'est-à-dire que les États doivent informer sur leurs préparatifs militaires, sur leur budget de défense. Oui, alors les accords d'Helsinki qui consacraient notamment l'inviolabilité des frontières, le respect, pour le dire comme ça, entre différentes nations. Puis pour la première fois, le processus de décision collective était fondé sur le consensus. Pour la première fois, peut-être un peu pour la dernière aussi, non ? Oui et non, parce que d'autres organisations, je pense au GATT par exemple, fonctionnaient également sur ce principe-là. De l'OMC, ouais. Exactement, donc l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est pas une originalité complète, si j'ose dire, mais par rapport à l'ONU, qui était quand même une organisation considérée par la Suisse comme contraignante, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe permettait justement à tous les États membres de participer et finalement de ne pas se sentir obligés ou contraints dans un système d'alliance. Alors ces accords d'Helsinki parlaient évidemment des relations entre l'Est et l'Ouest. On a parlé de période de détente, 75, détente. On a l'impression que ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'il y a eu, alors c'est hors des frontières européennes bien sûr, mais enfin ça concernait quand même les deux blocs. L'Afghanistan, 79, ensuite peut-être l'élection de Reagan aux États-Unis. Cette détente n'a pas duré très longtemps finalement. Elle n'a pas duré très longtemps. Il ne s'agit pas de distribuer des bons et des mauvais points, mais c'est vrai que du côté américain, on a vu un certain idéalisme dans la période du président Carter, cet idéalisme mêlé avec des erreurs de politique étrangère quand même assez graves. Ça rappelle peut-être un petit peu la période de la législature ou du mandat du président Obama, ont fait qu'en réalité, il y a eu un rejet de cette politique de détente aux États-Unis. Comme vous l'avez dit, le retour des républicains à la Maison-Blanche et avec le président Reagan, alors il est très clair, on est dans une logique tout à fait opposée, c'est-à-dire qu'on lance une politique d'armement à outrance, de course à l'armement, à la technologie, qui va en fait mettre fin à la guerre froide. Oui, ça met fin à cela. Alexandre Vautravers, est-ce qu'on peut dire aussi que ces accords d'Helsinki ont été aussi à la base de toutes les dissidences qui ont suivi dans les pays de l'Est, que les comités de surveillance de ces accords, et qui ont notamment donné lieu à Human Rights Watch, j'y arriverai, ces comités de surveillance qui ont ensuite galvanisé les populations en imposant l'idée que les normes supérieures pourraient l'emporter sur l'arbitraire de la puissance. Est-ce que cette idée-là a commencé à faire son chemin en 75, puis pour aboutir finalement à la chute du mur en 89 ? C'est aussi le début de ça ? Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse lier vraiment la création des organisations de droits de l'homme avec cette période de détente ou avec cette conférence-là. Par contre, c'est vrai qu'avec plus de transparence, avec plus d'observation internationale dans différents pays, pas seulement à l'Est, mais aussi à l'Ouest, on se rend compte qu'on peut parler, on peut établir un certain nombre de contacts. Et je pense que la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe a été un des éléments qui a de plus en plus
désolidariser le bloc communiste. Et on se rend compte assez rapidement, à partir de la chute du mur, cette organisation va encourager d'une part une suppression du pacte de Varsovie, et puis deuxièmement un rapprochement très très rapide quand même avec l'OTAN, il faut bien le dire. Donc c'est le début du démantèlement de l'Union soviétique, 75. Est-ce que Brejnev avait vu tout ça? Parce que c'est lui qui a signé cet accord. Alors c'est pas un traité juridique contraignant, il faut le préciser, c'est un accord de principe, mais au fond, qu'avaient fait les Russes à l'époque en 75? Ils n'avaient pas vu venir le cours de l'histoire? Je ne pense pas. Je pense que, comme vous l'avez dit très justement, c'est un accord de consensus. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord pour que l'accord se fasse. Et le problème des Soviétiques dans les années 1970, c'est le suivant, c'est que l'Union soviétique est un pays qui dépense quelque chose comme 30% de son produit intérieur brut dans la production d'armement et de défense. Pas seulement d'ailleurs pour l'armée rouge, pour l'armée soviétique, mais également pour donner, je pèse mes mots, distribuer, si j'ose dire, des kalachnikovs, des chars, des missiles à pratiquement tous les pays qui en font la demande et qui vont bien sûr soutenir la politique étrangère de l'Union soviétique à cette époque-là. Donc l'armement, à ce moment-là, la guerre froide pour l'Union soviétique est une opération absolument ruineuse, surtout lorsqu'on parle du Moyen-Orient où les guerres sont pratiquement incessantes, et donc il faut mettre une fin à cela. Il faut maîtriser en fait les dépenses en matière d'armement. Donc c'est plus finalement ces guerres-là, Afghanistan, 79-89, etc., qui a précipité la chute et le démantèlement de l'Union soviétique, plus que ces accords consensuels d'Helsinki. Je pense que les deux sont certainement importants. On s'est rendu compte avec cette transparence que finalement les moyens qui étaient amassés, qui étaient stockés, les préparatifs militaires qui étaient faits des deux côtés rendaient en fait une guerre classique impossible à gagner. Alexandre Vautravers, on verra ce qui reste d'Helsinki dans un instant, mais dire aussi, par rapport à la diplomatie suisse, cette conférence d'Helsinki marque aussi, en quelque sorte, l'entrée de la Suisse sur la scène internationale. Ça a été l'entrée de la Suisse dans le multilatéralisme, est-ce qu'on peut dire les choses ainsi ? Cette conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, on parle maintenant des accords d'Helsinki, mais il faut quand même rappeler que la décision de cette conférence a été prise à Genève. Oui, mais l'histoire ne retient pas le nom de Genève. Oui, l'histoire retient quand même Genève, puisque le Centre international de conférences de Genève a été construit exprès pour héberger, pour abriter cette conférence. Donc la Suisse a été un des moteurs, si j'ose dire, de cette conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, essentiellement parce que cette organisation était non contraignante, c'est-à-dire permettait à des pays neutres comme la Suisse de participer. Et on se rend compte, la Suisse n'était pas membre de l'Organisation des Nations Unies à l'époque, il faut le rappeler. Et pour quelque temps encore. Pour quelque temps encore. Mais finalement, ces organisations, comme l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, comme aussi l'AELE, étaient des organisations qui allaient bien, si j'ose dire, qui étaient dans la cible, qui étaient dans la mesure du possible de la politique étrangère de la Suisse à l'époque. C'est un tournant pour la diplomatie helvétique, 75 ? Probablement, on voit la Suisse devenir plus vaillante et s'exprimer davantage à l'étranger. Il faut rappeler peut-être que les premières ambassades et le premier poste d'ambassadeur ne datent que de 1952. Auparavant, la Suisse n'a pas de représentant permanent à l'étranger, en tout cas pas avec le titre d'ambassadeur. Donc la diplomatie suisse, c'est quelque chose d'extrêmement jeune. C'est bien de le rappeler. Alexandre Vautravers, on l'a dit, donc cette CSCE, Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, débouche, c'est une vingtaine d'années plus tard, dans les années 90, sur l'OSCE. Que reste-t-il dans l'OSCE des accords d'Helsinki, l'OSCE qui s'est beaucoup illustré lors du conflit ukrainien, qui est toujours en cours, et dans d'autres conflits aussi. Est-ce que l'un est le fils naturel de l'autre ? Oui, tout à fait. La philosophie est la même. Bien sûr, l'OSCE, qui a été créée en 1995, a des structures que n'avait pas la conférence auparavant. Ce qui reste, je dirais, c'est essentiellement ces mesures de confiance et ces mesures de transparence qui ont été introduites à partir de 1975. On parle aujourd'hui du document de Vienne de 1999, c'est-à-dire que chaque État membre, il y a 57 États membres de l'OSCE, transmettent aux autres partenaires chaque année les chiffres de base, les chiffres principaux de leur financement militaire, de leurs effectifs, de leurs moyens,
de leur planification, de leurs préparatifs militaires. Alors, entre l'Est et l'Ouest, le moins qu'on puisse dire, c'est que le temps n'est pas au beau fixe. Il y a quelques grosses fissures, l'Ukraine, on en parle. Il y a aussi ce conflit au Proche-Orient, la Turquie qui est aux portes de l'Europe. Que reste-t-il d'Helsinki 40 ans après? Est-ce que ce consensus n'est pas mort? Alors on s'est rendu compte avec la crise ukrainienne en particulier que l'OSCE était un outil extrêmement important. Il avait été, je ne veux pas dire en sommeil, mais enfin il avait été un peu oublié par rapport à d'autres organisations, l'ONU par exemple, le Conseil de sécurité, ou l'OTAN, ou d'autres organisations de sécurité collective. À partir de 2014, avec la paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres organisations qui puissent justement faire le lien et faire le pont entre les parties au conflit. Et la présidence suisse. Bien sûr, la présidence suisse. Ça a beaucoup joué. On n'a pas beaucoup de recul, on est en 2015, mais au fond, quelques mois après, présidence suisse, incarnée par M. Burkhalter, est-ce que ça a compté d'autant plus ? Ça a compté d'autant plus et ça a été, je pense, important que ce soit la Suisse, avec son statut de neutralité, qui soit à la tête de l'OSCE à ce moment-là. Bon, il n'empêche, Alexandre Vautravers, la marge de manœuvre de l'OSCE reste aujourd'hui quand même assez limitée. Il faut renforcer l'OSCE, et si oui, comment ? Alors déjà, je pense la première chose, c'est de sensibiliser nos propres autorités et les autorités des différents États membres à l'importance et à l'utilité de l'OSCE. Comme vous l'avez dit auparavant, vu que cette organisation est non contraignante, donc on pourra difficilement imaginer des traités de paix conclus par cette organisation. Je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de l'attention est focalisée sur l'ONU ou sur d'autres organisations. Or, en fait, on peut trouver beaucoup d'informations, on peut avoir beaucoup de discussions dans le cadre de l'OSCE, on peut mettre en place un certain nombre de mesures de confiance, de transparence dans le cadre de l'OSCE. Est-ce qu'on peut parler de période de paix froide après celle de guerre froide? C'est un terme qui sied? Oui, si l'on en juge par les déclarations russes de croissance très importante du budget militaire, de renforcement des vols de surveillance, d'entraînement des forces stratégiques russes, si on regarde de l'autre côté le fait qu'il n'y a jamais eu dans les dernières 20 années autant de troupes américaines en Europe, je crois qu'effectivement il faut se poser certaines questions.